Attends, stop le générique. Je vais te faire écouter un truc. T'entends ces harmoniques? Ça a été pris avec un micro dynamique. Enfin, pas totalement dynamique. Hein, on termine le générique, je prends un café et je t'explique ça. Salut les sondiers, aujourd'hui on fait la review de l'Aston Element. Alors, comme d'habitude, c'est pas un placement de produit, j'ai rien touché pour ça. D'ailleurs, je remercie James Young, le patron d'Aston, et Nicolas de Feeling Distribution, qui s'est occupé de me l'envoyer et qui devrait me le récupérer. Alors, ça, Nicolas, il va falloir qu'on discute parce que non, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, on va commencer par. Je vais vous faire écouter un petit extrait de notre live. Comme ça, vous allez avoir une sensation un petit peu vraiment directe, pas écrite, pas préécrite, du son. Alors il y a une très légère équalisation qui a été faite, mais il n'y a pas de compression, rien d'autre, c'est du brut, et c'est pas passé par les tuyaux, c'est l'enregistrement que j'ai fait en local. Donc je vous passe ça tout de suite, et on en discute. Et on a aussi Blast Will est là, Hello, regardez, c'est lui. hello, how you doing? I am good, how are you? Ouais, I am good. Quel est ce qui se passe avec ta coupe de cheveux exactement? Mais ma coupe de cheveux, qu'est-ce qui vous embête avec ma coupe de cheveux? Je vous signale que, nous, les coiffeurs sont fermés depuis 3 mois, donc qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ils sont encore fermés pendant au moins 15 jours. Mais c'est pas possible. Voilà. Donc, comment c'est possible? Mais qu'est-ce que c'est que ce micro, Blast? Qu'est-ce que c'est que ça? Et regarde, il est beau, hein? C'est spécialement pour ce soir, c'est pour pouvoir le tester en vrai direct live. C'est le Aston Element, il m'est arrivé juste avant le Nouvel An. Et il va repartir d'ici quelques jours, mais entre-temps, je l'aurai testé. Voilà, il est très sympa. Franchement, il est très sympa. Bah, il sonne bien, vas-y, chante. Bah voilà, non, pour la voix, ça va être compliqué, mais non, je trouve qu'il est vraiment très chouette. Il est livré avec son anti-pop en métal surément. Donc, tu le mets, tu le retires, clac, nickel. Il est tout de suite bien en place. Il est avec son anti-choc aussi, donc petit micro vraiment bien foutu. On va le tester demain ou après-demain avec une guitare ou deux, et puis là on a un test voix en vrai direct live. Ouais, c'est cool, hein, franchement, ça vient. Je t'applaudis quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de cette fameuse capsule Ridion? Alors, c'est Trevor Zink, qui est un des ingénieurs de chez Aston, qui est à l'origine de l'idée, et ça fait 20 mois qu'il est venu avec l'idée. Donc ils sont partis de zéro il y a 20 mois, et voilà, maintenant il est disponible dans les magasins. Donc Professeur Trev, comme il l'appelle, est venu voir James, et avec cette idée de concevoir une capsule qui soit d'un prix raisonnable, on parle de 180 €, 200 $ maximum, donc d'une capsule qui soit à un tarif raisonnable, mais avec une qualité supérieure des micros à condensateur que l'on trouve d'une manière générale. Donc il voulait vraiment repartir sur une idée vraiment toute nouvelle. Pour mémoire, c'est celui qui avait conçu l'Aston Stealth. Donc voilà. Trevor is the designer of the printed circuit board, and he's also the guy that was responsible for designing the Stealth circuitry, which is the mic that won the Tech Award. So he's our resident evil genius. And yeah, the background of the microphone was that Trevor came to me about 20 months ago and said that he thought he had a way of us making a mic that would be really truly professional studio quality, but cheaper than the Origin, because we'd always thought, this one, but there was really no way that we could do a mic that would be used in high-end studios. I've got the big brother. Got the big, brilliant. So it's, I never believed that we could make anything less expensive than this. That would be good enough to use in a commercial studio. Good enough for home studio, but that's not what we're about. We want to make sure that everybody that's using our gear could equally use it at home or in a big commercial studio. And Trevor came to me and said that he had this idea of how to radically reduce the cost of the capsule.
And I said, okay, so, you know, what's involved in that? And he said, well, it's a completely new form of capsule technology. And I had this moment where I was like, no. Well, actually, it's not the first time that you restart from scratch. I mean, that's your... It's the motto of your company. You start from white paper and you redesign completely. That's right, but not with the capsules. The capsules have done stuff with existing technology, and this was a big jump for us and very difficult. And for any company, I mean, you know, you go back 100 years, and basically it's ribbons, condensers, and dynamics, and that's it. And so it's quite a leap, this. Alors là, l'envie, c'était d'avoir une courbe la plus plate possible, d'aller plus loin dans les aigus, mais aussi d'aller plus loin dans les graves, d'avoir un meilleur rendu, plus plat, plus droit, avec une belle couleur dans le haut médium. Donc on veut avoir des graves, un beau haut médium, proche de ce qu'on pourrait trouver dans un micro à ruban, et puis de beaux aigus, comme on va trouver dans un micro statique traditionnel à large membrane. Le concept de base, c'est un micro dynamique, donc moving coil, c'est vraiment le concept d'une capsule qui se déplace dans un champ magnétique et qui va donc générer du courant, mais avec un grand débattement et une grande capsule. 1,5 pouce, 38 mm, c'est pas courant, ça permet d'aller chercher de grandes basses, et aussi, je vais vous le montrer, un guide d'onde qui va permettre, comme on peut trouver sur certains moniteurs par exemple, qui va permettre de diriger le son et surtout les graves, de les amener vers la capsule. Donc en faisant tout ça, on va avoir des beaux graves tels qu'on peut les écouter là maintenant. Ensuite, pour le médium, l'idée c'était d'utiliser une capsule non pas traditionnellement en carbone ou dans des matières qui sont plus lourdes, mais en mylar. Alors le mylar, en général, on va plutôt le réserver au micro statique et pas au micro dynamique. Donc du mylar, ça va surtout avoir l'avantage, c'est que comme c'est extrêmement léger, c'est capable de capter le médium, le haut médium et même les aigus. Et c'est là aussi où on a quelque chose qui est à peu près unique, c'est que on n'arrive pas d'habitude dans un micro dynamique à avoir quelque chose au-dessus de 15 kHz, ça chute irrémédiablement. Regardez toutes les courbes des micros dynamiques, c'est comme ça que ça se passe. Et bien là, non, on arrive à aller chercher jusqu'à 20 kHz et même plus. Bon, ils sont arrêtés dans la mesure à 20 kHz, mais on a vraiment une courbe qui va chercher loin, comme on aurait avec un micro statique de qualité, ou comme avec certains micros à ruban, pas tous, mais qu'on aurait avec certains micros à ruban. It's got a lot of different stuff in it which take it away from being a pure dynamic microphone, which is why we've coined this new term. So for a start, very large, it's 1.5 inch capsule. It's also a mylar capsule, which you wouldn't normally get in a dynamic. You'd normally get a mylar capsule in a condenser. So, you know, dynamics would use a paper-based capsule. So it has a different kind of response, tonality and a frequency response, all that kind of stuff anyway to a normal dynamic. When you add those two features together and the fact that it's then super, super lightweight, you then get these elements, which is where the name of the mic came from, of all of the different best bits of the capsule technology out there. So in terms of sound, you'll have already heard that you can, with the proximity and whatnot, you can get this kind of almost broadcast radio sound to your voice if you want to, and that punchy smoothness that you get with the dynamic mic, like a Shure SM7B. Niveau positionnement, on va positionner le micro de manière à pointer en gros à hauteur de la 12e frette, mais légèrement vers l'intérieur, donc grosso modo vers la 15e peut-être, pour avoir un petit peu du son qui sort de la bouche de la guitare, mais pas trop parce que ça brouillonne assez vite, et on ne va pas se mettre trop près pour lui laisser le temps un petit peu de prendre sa place. Donc on va se retrouver à peu près à une vingtaine de centimètres dans l'axe, à hauteur de la 12e frette, mais pointant à peu près vers la 15e, sensiblement à hauteur des cordes. Donc ça va nous donner ça. Voyons voir, je suis... Voilà, à une vingtaine de centimètres de la capsule, à hauteur de la 12e frette, pointant sur la 15e.
not only has it got that smoothness of a dynamic microphone, but in the mid frequencies, as you've already noticed, because of that very, very thin mylar capsule, it responds more like a ribbon microphone, which is also a kind of dynamic mic, obviously. Exactly, so you get this beautiful, you get this very natural sounding tone in the vocal frequencies, which is where you want them. And then the high frequencies, which is normally on a condenser microphone where things sound very pushed, you know, and intimate, you get this very transparent extension of high frequency, and it's a really flat frequency response curve. So all the mics I've ever dealt with in condensers, all of them, even the reference microphones, they start to tip off from being flat at about 16 to 18K. So when a mic manufacturer says if frequency response from 20 hertz to 20 kilohertz, they don't mean like that. It's within a range, mean you're getting something usable, you know. Whereas this one, we had the mic measured by NTI, and it was reaching 25 kilohertz and still not rolling off. La contrepartie de ça, c'est que comme c'est du mylar, on ne va pas avoir un signal très très fort. Et là-dessus, on va avoir toute une électronique. Alors maintenant, on maîtrise les préamplis de manière importante. C'était une technologie qui existait déjà dans la Stone Cells. On va avoir une circuiterie qui va être capable d'amplifier et de récupérer un signal qui va être à très très haute impédance pour pouvoir contrebalancer tout ça et obtenir un signal de type micro tout à fait normal, qui d'ailleurs est assez puissant par rapport à mon micro habituel. J'ai dû baisser le niveau de gain pour être capable de le driver parce que je n'ai pas besoin de plus et que ça fonctionne très très bien comme ça. Autre chose qui peut être intéressante, c'est que quand on regarde la courbe de réponse, ça c'est un élément que je trouve intéressant, c'est qu'il a l'air de détimbrer relativement peu. Là ici, je suis relativement face au micro, là je suis bien en face. Si je me tourne légèrement, normalement le son devrait chuter, mais pas forcément changer de timbre, changer de couleur. Il y a ce qu'on appelle détimbrer, c'est que non seulement le son baisse, mais en plus on entend que certaines fréquences chutent par rapport à d'autres qui restent présentes, et donc il ne suffit pas simplement de remonter le volume pour un petit peu donner l'impression qu'on est resté face au micro. C'est pas suffisant. Il faut réellement retravailler à l'équalisation pour être capable de contrebalancer ce détimbrage. Un détimbrage, on ne l'a normalement pas dans un micro omnidirectionnel, mais on l'a dans certains micros cardioïdes. Ici, par sa structure et peut-être probablement avec sa forme, son guide d'onde, on a une chute, évidemment, et qui est distribuée, mais la chute n'est pas très déséquilibrée entre les différentes fréquences. Et ça fait la différence aussi, ce qui est intéressant en tant que micro de podcasteur, parce que si on veut pouvoir tourner la tête, ou pour faire du gaming, ou des choses comme ça, ou pour chanter dans le micro et bouger, être expressif, si on n'est pas parfaitement dans l'axe, ça va détimbrer. Ici, on peut garder une certaine cohérence parce que ça détimbre un peu moins. En tout cas, c'est tout à fait acceptable. Alors, pour l'antipop, je l'ai déjà montré, donc je ne vais pas vous le refaire taper dans les oreilles. Et puis, il y a la suspension. Alors, la suspension, elle n'est pas en caoutchouc, comme dans la plupart des micros. Elle est en une espèce de plastique, alors je ne sais pas quel plastique exactement, qui le rend, à mon avis, plus durable, parce que souvent, les caoutchoucs, ils finissent par se détendre. Et donc, dans les grandes marques, on a une paire supplémentaire dans la boîte, où on peut en racheter. Dans les marques un peu plus basiques, il faut trouver des élastiques qui vont permettre de compenser exactement la hauteur. Alors, ça s'enclipse sur les côtés. Je vais vous le montrer hors caméra. Mais donc, on a juste deux petits clips. Ça se rentre simplement dedans. Et c'est tout. Et alors, dernière petite chose que je vais vous montrer aussi hors caméra, c'est le logo. Il y a un logo qui s'allume parce que comme il y a de l'électronique dedans, comme je disais, et que c'est une électronique active pour pouvoir remonter le niveau, eh bien, elle a besoin de l'alimentation fantôme, comme on l'utilise aussi dans le Stealth. Je vais maintenant vous faire écouter du haut médium. Alors, on va écouter la guitare folk, c'est moi qui en joue, je joue au doigt, donc j'ai pas un jeu très agressif, très aigu. Je suis plutôt dans justement les médiums et une espèce de rondeur. Eh bien, on va voir ce que ça nous donne. Et puis ensuite, on revient pour la conclusion. Bon, allez, même pas peur, je vous montre ce que ça donne sur une guitare folk. Alors, j'ai pas touché à ma guitare folk depuis un bail, donc gentil, hein.
avant de conclure, 2-3 petites choses que je vais vous donner comme ça en vrac. Première chose, le bruit de fond, c'est intéressant. Le bruit de fond est extrêmement bas, 3,8 décibels, c'est plus bas que tous les micros que je connaisse. Un des micros qui était extrêmement connu pour son niveau de bruit extrêmement bas, c'était le Rode NT1A à 5 décibels. Là, on est à 3,8, donc c'est encore en dessous. Alors ça a un double avantage, c'est que si on est un home studiste modeste et qu'on n'a pas forcément du matériel avec des préamplis extrêmement puissants, on va pouvoir enregistrer avec un niveau de gain un peu plus faible, et c'est pas grave, on va remonter ça en post-production et on n'aura pas de souci parce qu'on ne va pas remonter de bruit de fond puisqu'il n'y en a pas. C'est typique des micros dynamiques, mais c'est encore plus typique de celui-ci. Deuxième chose que l'on peut aussi rencontrer, c'est que si on a au contraire des sources extrêmement fortes à enregistrer, on va pouvoir le faire en baissant le préampli, et puis pareil en post-production, on n'aura pas à remonter beaucoup de niveaux de bruit, donc intéressant aussi bien en studio pro que en home studio. Deuxième petite chose, garantie 10 ans. D'habitude, ces appareils-là sont garantis 2 ans. Alors, il y a Rode qui fait aussi des garanties 10 ans. Mais là, spécifiquement sur l'Element, parce que c'est cette nouvelle capsule Rideon et que il faut donner confiance à tout le monde, et bien voilà, ils ont décidé de faire une garantie 10 ans. Et ça, c'est pas mince. C'est même plutôt intéressant. Troisième chose, ça a été dit déjà dans l'émission Les Sondiers, j'en ai déjà parlé, parce que j'ai participé au panel. D'habitude, Aston passe par un panel de professionnels du son pour tester les matériels et donner leur avis pendant le processus de développement. Là, ils ont carrément ouvert le processus de test au grand public, aussi bien des gens qui travaillent en studio, des home studistes, le grand public. Il y avait 4000 personnes qui ont participé aux différentes phases de test pour écouter des échantillons et les classer dans l'ordre par rapport à des marques. Donc il y avait de l'AKG, il y avait du Rode, il y avait du Neumann, enfin des marques extrêmement réputées. Et donc nous, on a écouté en double aveugle évidemment des échantillons de voix masculines, féminines et de guitare. Et sur cette base-là, on votait, on classait les différents échantillons, et il y a eu plusieurs passes jusqu'à ce que Aston finisse par établir le circuit idéal et parfait du micro que là vous entendez directement maintenant dans vos chères oreilles. Que dire de plus? Oui, on va conclure. Est-ce que je le recommande? Oui, chaudement. À qui je le recommande? À peu près à tout le monde. En studio, oui, mais bon, vous n'avez pas besoin de moi pour décider d'acheter un micro ou pas. En home studio, oui. Alors pour quel type d'activité? Podcast, face caméra, c'est parfait. Du chant, de l'instrument, alors là vous l'avez entendu sur des guitares, mais des magazines britanniques qui ont participé au test ont aussi en ont profité pour tester sur des guitares électriques. En réalité, en studio ou en home studio, pour l'enregistrement de la musique, j'en recommanderais d'en acheter 2. Parce que ça a été testé en overhead de batterie, et ça, oui, on peut imaginer avec à la fois cette réponse dans les hautes fréquences, mais aussi la grande capsule, le niveau de bruit, enfin tout combiné en overhead de batterie, ça doit être absolument parfait. En tout cas, très très intéressant pour un budget plus que raisonnable. Donc oui, en home studio et en studio, je recommanderais d'en avoir 2. Pour ma part, est-ce que j'aimerais le garder? Oui. Bon, je sais, je dois le rendre, mais est-ce que j'aimerais le garder? Oui. Est-ce que j'en aurais un? Oui, très probablement. Parce que, oui, tout à fait, ça pourrait tout à fait devenir mon micro de broadcast traditionnel, mais aussi pour tout ce qui est instrument acoustique. J'aimerais bien le tester sur tous des instruments qui ont beaucoup d'harmoniques ou des instruments qui ont une assise grave vraiment importante. Donc, ouais, j'aimerais tout à fait le conserver, ou du moins en posséder un, et ça ne devrait tarder. En attendant, je vous quitte parce que j'ai du boulot, il faut que j'aille le remballer et puis appeler le transporteur. Donc en attendant, ciao, bye bye.